Bonjour, bienvenue à cette présentation dans laquelle on va aborder les nouveautés apportées à Arch Ossature pour la version 2024. Au sommaire de cette présentation, on va pouvoir parcourir donc les différents points qui ont été implémentés sur cette nouvelle version et notamment donc une nouvelle fonction qui va nous permettre de créer des fils de construction. Donc on aura un outil qui va automatiser la création des fils et des trames, donc qui va permettre de modéliser rapidement en vous accrochant sur ces fils. Ensuite, on a ajouté la possibilité d'activer plusieurs accroches objets en dynamique. Donc ça va permettre d'automatiser la détection de ces points singuliers pour vous accrocher lors de votre modélisation sur ces éléments. Le troisième point, c'est la possibilité de modifier les axes locaux. Donc ça peut être intéressant notamment pour inverser l'orientation de certains éléments de structure lors de l'export vers le module de ferraillage et avoir un plan d'exécution qui correspondrait plus à ce qui a été défini lors de la modélisation. On aura également la possibilité d'afficher la fiche de propriété sur une multisélection. On sait qu'actuellement, dès que vous avez une multisélection même homogène, la fiche de propriété disparaît. Arch Ossature n'est pas capable de vous afficher la fiche de propriété commune. Ces choses désormais possibles. Vous allez pouvoir accéder aux propriétés sur une multisélection homogène. Et le dernier point, ça va être la possibilité désormais de prédimensionner les semelles, les fondations, donc semelles isolées, semelles filantes, avec le module ADM Footing, donc le nouveau module Advanced Design, avec un prédimensionnement qui va tenir compte des vérifications ELS. Donc comme on peut le voir sur ces différents points d'amélioration, donc là en fait l'idée de cette version 2024 c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, de vous permettre d'avoir des outils un peu plus pratiques lors de votre modélisation et justement voilà, de faciliter cette saisie. Donc on va maintenant aborder le premier point qui est le nouvel outil qui vous permet de créer automatiquement des fils de construction. Donc dans la barre d'icônes de modélisation, vous avez un nouvel icône qui a été créé permettant d'accéder au générateur de fils de construction. Cette icône renvoie vers un outil que vous pouvez retrouver également dans le menu Générer, Habillage, Trame. Donc à partir de cette nouvelle icône, vous accédez à une fiche de propriété vous permettant de générer automatiquement une série de fils verticales et horizontales. Donc les fils de construction, la trame sera automatiquement associée à la vue de dessus. Donc on aura des fils suivant l'axe X et des fils suivant l'axe Y, bien sûr en relation avec le repère global du bâtiment. Donc à partir de cette boîte de dialogue, on va pouvoir automatiser la création de ces fils en définissant une origine, donc un point d'insertion. Vous avez la possibilité d'orienter les axes de votre trame, donc ils ne sont pas obligés d'être orthogonales, avec des fils suivant X orientés à 0 degré et les fils suivant Y orientés à 90 degrés. Donc là, on va pouvoir modifier l'angle de ces fils. Ensuite, on va pouvoir définir la liste des espacements pour nos fils suivant X. Donc là, au niveau de la syntaxe, c'est le nombre d'espacements fois l'espacement. Entre chaque série d'espacements, vous allez mettre un séparateur entre ces séries d'espacements qui est l'espace. Quand vous avez une file unique avec un espacement particulier, il faudra quand même lui indiquer le nombre 1. Ces fils peuvent avoir une longueur automatique, donc en fonction du nombre de trames qu'on va créer, ou alors vous pouvez forcer la longueur de la trame. Ces fils, cette trame, une fois qu'elle va être créée, bien sûr, ça va être une série de fils, l'objet fil qu'on connaissait déjà auparavant. Ces objets fils ont une propriété de magnétisme. On va pouvoir aligner les axes des éléments sur l'axe de la file. Donc cette propriété de magnétisme, elle peut être également activée lors de la création de ces trames et on va pouvoir définir la bande de magnétisme associée. Vous avez la possibilité de modifier
le repère, donc soit avec des lettres, soit avec des chiffres, ou aucun. Et bien sûr la position de ces bulles, ainsi que le décalage par rapport à l'extrémité de la trame. Vous avez la même chose suivant l'axe Y, et cette trame peut être créée sur tous les étages existants de votre projet, ou alors uniquement sur l'étage en cours. Si jamais vous vous êtes trompé lors de la création de votre trame, vous pouvez recliquer sur l'outil, il va de nouveau générer une nouvelle trame qui peut écraser la précédente ou venir en plus de celle qui a déjà été créée. La deuxième amélioration concerne les accrochages objets. Désormais, on va pouvoir activer plusieurs accrochages objets en dynamique. Donc, dans la barre permettant d'activer les différents accrochages objets, auparavant, il fallait définir l'accrochage et le modifier en cours de saisie. Désormais, vous allez pouvoir activer en simultané les accrochages extrémité, milieu et intersection. Et automatiquement, il va détecter ces points singuliers lorsque vous allez approcher votre curseur à proximité de ces types d'accroches. Vous avez tout de même la possibilité de revenir sur l'ancien fonctionnement et désactiver les accrochages simultanés pour revenir à un accrochage unique. Depuis le menu Options Applications. Vous savez également que le raccourci Alt S lors de la saisie vous permet d'avoir la liste des accrochages objets à proximité du curseur pour vous éviter de retourner vers la barre d'icônes. Le troisième point concerne la possibilité de faire des modifications des axes locaux. Donc, lorsque vous allez saisir vos poutres et vos voiles, vous aurez un axe local associé avec un début et un fin. Cette orientation peut être modifiée en faisant un clic droit sur l'élément et vous retrouvez dans le menu contextuel la possibilité de modifier ces axes locaux pour chacun des éléments. Alors cette fonction est très pratique, notamment lorsque vous importez un fichier DXF et que vous faites une conversion de ligne en éléments de structure. L'orientation proposée par Arch ne correspond pas forcément à celle que vous souhaitez. Du coup, à l'aide de cet outil, vous allez pouvoir modifier l'axe local et déterminer vous-même la position du début et de la fin de l'élément. Ça vous permettra un export vers le module de ferriage correspondant à vos attentes. Donc là, par exemple, comme on peut le voir ici, vous avez, suite à une conversion d'axe de ligne d'aide issue d'un apport DXF, une orientation du voile neuf avec le début à droite et la fin à gauche. En modifiant l'axe local, donc on ramène le début à gauche et la fin à droite, ce qui permettra d'exporter vers le module de ferriage avec les bonnes extrémités. La quatrième évolution qui est apportée à Arch en version 2024, c'est la possibilité d'afficher la fiche de propriété commune sur une multisélection. Donc désormais, quand vous avez une multisélection homogène, donc si vous avez plusieurs voiles sélectionnées, plusieurs dalles, plusieurs poutres, plusieurs voiles, etc., la fiche de propriété va être automatiquement affichée, donc elle va apparaître automatiquement suite à votre multisélection, et toutes les modifications que vous allez apporter à cette fiche seront donc appliquées à l'ensemble des éléments sélectionnés. Dans les anciennes versions, on pouvait également afficher la fiche de propriété commune sur une sélection homogène, une multisélection homogène, mais il fallait passer par le menu Modifier, Attribut, Statut, avec le raccourci éventuel. Et enfin, le dernier point qu'on va aborder pour ces nouveautés 2024, c'est le prédimensionnement des semelles filantes et isolées avec le module Advanced Design Footing. On a disposé déjà d'un prédimensionnement précis par module de ferraillage pour les semelles isolées et semelles filantes, mais qui était limité uniquement au module de Arch et qui permettait de prédimensionner les fondations en utilisant l'algorithme du module Arch semelle avec une vérification ELU et ELS. Ce n'était pas possible avec le module Advanced Design, ce n'était pas encore câblé. Désormais, on va pouvoir activer l'option, donc avec les nouveaux modules Advanced Design, avec un prédimensionnement précis par le module de ferraillage pour les semelles isolées et semelles filantes. Donc quand vous êtes configuré dans la plateforme OMD avec les modules Advanced Design, vous allez également pouvoir, dans le menu hypothèse, méthode de calcul prédim pour les semelles isolées et les semelles filantes, demander un calcul précis par le module.
Du coup, cette fonction va nous permettre d'avoir un prédimensionnement en utilisant le module de ferraillage Advanced Design. Ce mode de prédimensionnement permet de mener toutes les vérifications de stabilité liées à la norme NFP 94-261, donc la vérification de la portance, la justification du glissement et de l'excentricité à l'ELU, mais également à l'ELS. Donc ça, c'est assez pratique parce que justement quand vous étiez avec des modules Advanced Design et un prédimensionnement soit rapide par ABAC, soit précis par calcul, ce type de prédimensionnement était limité à l'ELU. Du coup, lorsque vous aviez une semelle prédimensionnée avec cette méthode et que vous étiez câblé avec les modules Advanced Design, lorsque vous exportez vers le module de farillage, il y avait souvent des erreurs au niveau du prédimensionnement. Désormais, comme toutes les vérifications sont menées, même à l'ELS, le prédimensionnement que vous allez obtenir dans Arch sera justifié dans le module de ferriage. Donc vous n'avez plus à reprendre les dimensions, ce qui peut être assez chronophage, de reprendre les dimensions dans le module et les reporter sur le modèle 3D pour avoir un métré plus précis et des dimensions, faire des vues avec les dimensions de toutes les semelles. Désormais, voilà, le calcul est beaucoup plus précis et on aura une seule étape de calcul avec directement la justification réglementaire de la semelle à l'ELU et à l'ELS. Ok, du coup on va pouvoir illustrer tous ces points directement sur Arch Ossature. Donc on va partir sur un nouveau modèle pour démarrer la première présentation concernant les trames. Donc la génération des trames peut se faire via l'icône, le nouvel icône disponible dans la barre de modélisation. Donc vous retrouvez ici un icône vous permettant d'accéder à la fiche de propriété de la définition des trames. Vous retrouvez également cet outil depuis le menu Générer, Habillage, Trame. À partir de cette boîte de dialogue, on va pouvoir donc définir le point d'insertion. Ce point d'insertion peut être défini graphiquement. Donc si vous avez des points d'accroche, automatiquement vous allez pouvoir saisir à l'écran et il va renseigner les coordonnées du point sur lequel vous avez cliqué. On va pouvoir demander d'appliquer un angle d'orientation, donc ce qui va faire pivoter toute la trame. Donc l'axe des X va reprendre cet angle-là, et du coup l'axe des Y, qui sera orthogonal aux X, prendra donc 90 degrés plus l'angle défini à ce niveau-là. Ensuite, on va définir l'espacement de nos fils suivant X. Donc là, vous allez donner le nombre d'espacements fois la valeur de l'espacement. Donc si vous avez 3 espacements de 5,50 m, je mets un espace entre les différents espacements de fils. Donc 3 espacements de 5,50 m. Lorsque vous avez un seul espacement, il faut quand même lui indiquer le nombre. Donc une fois 6,75 m et deux fois 8,50 m par exemple. Vous retrouvez ici donc la longueur des fils qui peuvent être imposés ou définis automatiquement. Donc il va récupérer il va définir comme longueur l'espacement des trames verticales. Donc pour la longueur des fils horizontales, il va se fier à la longueur totale, la distance entre les fils horizontales et verticales. Vous pouvez activer le magnétisme, donc la fameuse bande de magnétisme qui va permettre d'aligner les éléments sur l'axe de la file. Si vous laissez décocher, au niveau des propriétés des fils qui vont être créés, il n'y aura pas de magnétisme. Vous avez la possibilité de modifier le repérage de ces fils, donc soit avec des lettres, soit avec des chiffres, ou alors sans repérage. La position de ces bulles, soit au début, à la fin, ou aux deux extrémités. Et vous pouvez définir le décalage de la bulle de repère par rapport à la file de construction. Donc là, on va mettre décalage d'1 mètre pour pouvoir laisser un peu de champ entre les deux. De la même manière, on va pouvoir définir l'espacement des fils suivant Y. Donc là, je vais mettre pareil le nombre fois l'espacement. Voilà. On retrouve les mêmes propriétés, avec toujours la possibilité de définir le magnétisme, le décalage également de la bulle de repère. Cette trame qu'on vient de créer, vous pouvez l'appliquer à tous les étages existants du modèle. Ça permettra d'assurer l'aplomb entre les éléments que vous allez saisir. Donc il y aura forcément une connexion verticale entre ces éléments. Et si jamais des fils de construction étaient existantes dans le projet, vous voulez les réinitialiser, faire une modification sur ce qui est existant, on va pouvoir écraser
donc les fils existants. Donc effacer les fils qui sont existantes et recréer les nouvelles à partir de ce qu'on vient de définir. Et en validant, on retrouve automatiquement notre trame. Donc je peux masquer mon plan de travail. Quand je sélectionne ma trame, vous voyez ici donc le décalage qu'on a défini, il se retrouve à ce niveau-là. Donc on a mis un décalage de 1 mètre, verticalement et horizontalement. Et du coup, on a également désactivé le magnétisme. Donc après coup, vous pouvez l'activer pour aligner les éléments. Vous voyez qu'au moment, une fois la trame créée, on retrouve des fils indépendantes. Donc en fait, l'idée c'est de vous automatiser la création des fils. Donc à tout moment, vous pouvez faire des modifications sur un élément unique. On peut, si vous souhaitez remodifier l'espacement de votre trame, parce que vous êtes trompé sur un paramètre, il suffira tout simplement d'appeler de nouveau la fenêtre de la boîte de dialogue permettant de définir les fils de construction, de faire vos modifications, il a conservé les paramètres qu'on avait saisis, et ensuite d'effacer les fils existantes, donc pour écraser et faire cette modification. Donc si j'applique un angle, pour vous montrer, j'applique un angle au niveau de mes fils, j'écrase donc du coup les fils existantes. Donc là, il a modifié, il a effacé les fils qui étaient présentes, et il en a créé des nouvelles avec un angle de 20 degrés. Donc 20 degrés sur les fils horizontales et du coup 90 plus 20 degrés pour les fils verticales. Voilà pour ce point. Le point suivant, l'amélioration suivante, concerne la possibilité d'activer en simultané plusieurs accroches objets. On va revenir sur un modèle à compléter. Donc, dans la barre des accrochages objets, dans la barre des icônes d'accrochage objet, vous avez la possibilité d'activer en simultané les extrémités, les milieux et les intersections. Donc, pour vous éviter de revenir à chaque définition d'accroche objet vers cette barre d'icônes, ou alors d'activer via le raccourci Alt-S qui est à proximité du curseur, de faire la modification de l'accrochage objet, vous pouvez désormais activer ces trois-là en simultané et le logiciel va les détecter en dynamique. Donc quand je vais créer des éléments, il va automatiquement me proposer le milieu, l'extrémité et l'intersection. Avec même l'intersection étendue. Donc là, vous n'êtes pas obligé de revenir à chaque fois définir l'accrochage, donc ça facilite la saisie et ça permet d'aller un peu plus vite dans votre saisie. Donc là, rapidement, je vais pouvoir venir m'accrocher avec ces différents points. Voilà. Alors, vous pouvez, malgré tout, revenir au fonctionnement, à l'ancien fonctionnement, en désactivant cette option depuis le menu Options Applications. Donc là, vous allez pouvoir désactiver l'option, si vous voulez revenir sur le fonctionnement antérieur. Voilà, donc pour ce point-là. On va illustrer maintenant la commande suivante qui va nous permettre en fait de convertir, d'inverser les axes locaux des éléments voiles et poutres. Donc si vous importez un DXF, notamment ça peut être intéressant dans ce cas-là, quand vous travaillez avec un DXF et que vous convertissez des lignes d'aide parallèles en éléments de structure, l'orientation des éléments voiles et poutres ne convient pas forcément à vos attentes. Donc il va falloir, pour avoir le plan de coffrage et les éléments de ferraillage dans le bon sens, il va falloir inverser l'élément. Donc pour vous éviter de le supprimer, enfin de le faire pivoter ou de le supprimer dans le fer, on va pouvoir inverser le début et la fin de cet élément. Donc vous savez que dans les options CAO, vous pouvez convertir les éléments parallèles, donc les lignes d'aide, en éléments de structure, soit voile, soit poutre. Donc là, par défaut, on est sur les voiles. Donc si je sélectionne mes deux éléments avec le raccourci, fin, vous allez pouvoir convertir cet élément en voile. Donc là, pareil. Voilà. Vous avez cette commande dans la barre de modélisation CAO qui va permettre de convertir ces éléments. Voilà. Si je veux passer sur des éléments poutres, donc je peux demander dans les options CAO le type poutre. Donc par défaut, il va récupérer la largeur, la distance entre les lignes d'aide comme élément de dimensionnement. Donc, j'ai demandé des éléments poutres, je valide. Ici, on va se mettre une poutre ici. Voilà.
Donc là on a l'élément poutre. Donc si j'affiche l'axe local sur mes éléments, ou alors au moins le numéro des éléments, pour se rendre compte du début et de la fin, graphiquement, on voit qu'il a choisi une orientation qu'on va pouvoir inverser. Donc là, par exemple, cet élément, si je veux inverser son orientation, je peux sélectionner mon élément et demander au logiciel de modifier l'axe local. Donc par le clic droit, vous avez un menu contextuel qui vous propose cette commande et automatiquement, donc là, il a inversé le sens. Idem ici, je vais masquer les lignes d'aide et par un clic droit, je peux demander la modification de l'axe local. Idem ici, modifier l'axe local. Donc là, il a inversé la position de l'axe et surtout, il a inversé le début et la fin. Donc ça nous permettra d'avoir des plans de ferraillage qui correspondent au plan de dessin. Ensuite, l'évolution suivante concerne la possibilité d'avoir sur un même modèle, sur une sélection multiple, homogène, la fiche de propriété commune. Donc vous savez que quand vous avez une sélection, vous avez la fiche de propriété qui apparaît, et dès que dans les anciens fonctionnements, dès que vous aviez une sélection multiple, même homogène, la fiche de propriété disparaissait. Donc il fallait passer dans le menu modifier attribut statut pour avoir les propriétés communes. Désormais, cette fiche de propriété commune apparaît automatiquement. Donc là, vous voyez, ici, donc là, juste en sélectionnant plusieurs éléments, à partir du moment où ils sont homogènes, j'ai la fiche de propriété commune à tous ces éléments. Donc je vais pouvoir apporter des modifications à l'ensemble de ma sélection directement. Donc voilà, donc là si par exemple je change l'épaisseur, je la passe en 35, pour que ce soit bien visible, j'applique. Donc il a bien répercuté cette modification sur l'ensemble de mes éléments sélectionnés. Le dernier point qu'on va illustrer, qui est très intéressant, c'est la possibilité de prédimensionner vos fondations via le calcul précis par le module en utilisant les nouveaux modules Advanced Design, notamment le nouveau module Advanced Design Footing. Donc cette opération était possible avec le module Arch, donc qui permettait d'avoir un prédimensionnement précis par module avec Arch semelle, mais ce n'était pas, dans les anciennes versions, ce n'était pas disponible avec le module Advanced Design. C'est désormais chose faite. Donc ça c'est intéressant pour les nouveaux utilisateurs, ceux qui utilisent les nouveaux modules. Donc là vous voyez, même en restant calé sur les modules Advanced Design, je vais pouvoir demander au logiciel, ouvrir ici le modèle. Donc là je vais prendre ce modèle et je vais demander au logiciel de prédimensionner mes massifs. Donc vous voyez, tous les massifs ont des dimensions nulles, donc il va pouvoir me proposer un équarrissage. Avec l'ancienne norme, le dimensionnement des semelles était généralement effectué, il était effectué avec l'ELU, c'était l'ELU qui était dimensionnant. Avec les Eurocodes, il y a une vérification ELS et c'est généralement l'ELS caractéristique qui dimensionne. Du coup, le prédimensionnement qu'on avait précis par calcul de arche ossature permettait d'avoir des dimensions de semelles qui fonctionnaient au BEL, puisqu'on avait un équarrissage effectué à l'ELU, mais aux Eurocodes, il faut faire une vérification LS que ne fait pas arche ossature. Donc il faut envoyer vers le module. Donc quand on envoyait vers arche semelle, c'était des dimensions correctes, mais avec le nouveau module, ce n'était pas disponible. Donc désormais, je vais demander au logiciel de prédimensionner tous ces massifs. Donc dans la méthode de calcul prédim, je vais lui demander pour les semelles isolées, je peux également demander pour les semelles filantes de prédimensionner les fondations, donc définir les dimensions en exportant vers le module de ferraillage. Alors contrairement à Arch Semelle, le prédimensionnement des fondations avec le module Advanced Design Footing intègre la justification ELS du tassement. Donc pensez bien à vous faire un gabarit, un style de ferraillage dans le module Advanced Design, où soit vous désactivez la justification du tassement, soit tout simplement vous réglez vos paramètres pour que ce soit moins défavorable que les valeurs par défaut. Donc là je vais demander sur toutes mes semelles isolées d'appliquer un style de ferraillage permettant de désactiver la justification au tassement. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir demander le lancement. Je lance la séquence de calcul. Donc il va définir la descente de charge, il va calculer la descente de charge et dès qu'il arrive aux fondations, il va récupérer le torseur et il va envoyer vers le module Advanced Design Footing
ces informations de torseur avec la contrainte de sol qui va convertir, parce que c'est une contrainte ELU qu'on rentre dans Advanced Design, qui va convertir en QNet. Donc là on voit qu'il a fait l'export, vous avez ces deux boîtes de dialogue qui justifient de cet export, vous avez l'état de l'export, donc là on a pas mal de fondations, ça prend un peu de temps, il envoie toutes les semelles isolées, et une fois qu'il a récupéré leurs dimensions, il les réinjecte sur le modèle sur le modèle Arch. Donc là, on va voir ce qu'il nous a effectué. Donc là, on voit ici effectivement qu'il a généré des fondations de 2,45 m par 2,45 m à partir du prédimensionnement précis par le module. Donc si j'envoie vers le module, je devrais avoir des semelles qui sont déjà stables, qui sont déjà justifiées au niveau de la stabilité externe. Ça pouvait poser problème dans les anciennes versions. Quand j'envoyais vers le nouveau module, le prédimensionnement qui était proposé était à l'ELU. Du coup, la justification LS n'était pas vérifiée dans le nouveau module. Donc là, par exemple, si je prends ces trois massifs, je ne vais pas le faire sur l'ensemble, on va les envoyer vers le module de ferraillage. Donc je fais un export vers le module de ferraillage. Au passage, ça vous permet de voir qu'on peut exporter plusieurs semelles d'arche ossature vers le nouveau module. Et on va importer ces trois massifs et on va justement voir si le calcul, le prédimensionnement qui a été effectué dans Arch nous permet d'avoir des massifs stables. Donc là on voit que le massif numéro 48, le premier qu'on a exporté, vous voyez, tout est justifié, on n'a aucune erreur. Idem pour le 49 et idem pour le massif 50. Donc c'est les trois qu'on a ici. Donc là on voit par exemple que le massif 50 il a une dimension de 2,35 m par 2,35 m. Si je retourne sur mon modèle Arch, le massif 50 c'est celui-là, il avait bien 2,35 m par 2,35 m. Donc le prédimensionnement ça vous permet de faire à partir d'un seul calcul d'avoir directement des massifs justifiés. Ça vous évite d'envoyer vers les modules, faire les modifications, réimporter les modifications. Donc là, ça permet un gain de temps assez considérable. Donc voilà pour cette partie. Donc voilà les principaux points d'amélioration que je voulais vous présenter. Bien sûr, il y a eu beaucoup de corrections autres et d'autres petites améliorations que vous pouvez retrouver dans la liste des nouveautés disponibles sur le site Gretec Avantage de la version 2024. Merci pour votre attention. Au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire.